Bonjour et bienvenue à la QCTV Live, la web émission de l'agence Qualité Construction. Aujourd'hui, nous traiterons de deux sujets principaux. Le premier sur qu'est-ce qu'un bâtiment résilient et le second que vous avez choisi sur les réseaux sociaux, isolation thermique par l'extérieur, embardage rapporté avec lame d'air ventilée. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. C'est parti. Pour aborder notre premier sujet sur les bâtiments résilients, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Cross, architecte, un lauréat 2020 du Trophée Bâtiment Résilient de la MRN, en collaboration avec Construction 21 et l'agence Qualité Construction. Pouvez vous présenter un peu plus largement ? Oui, je suis architecte, je réside dans le Val-de-Marne et je travaille sur toute la région parisienne, mais on a quelques opérations qu'on a menées dans une commune qui s'appelle Saint-Maur-des-Fossés, notamment où se situe le bâtiment dont vous venez de parler. Merci. J'accueille également Bertrand Chauvet, délégué régional de l'AQC à Strasbourg, une région qui est assez impliquée dans cette thématique-là, ainsi que dans la performance énergétique. Tu te présentes aussi ? Effectivement Xavier, mais que dire de plus? Somme toute, tu as tout dit. Donc, je suis l'un des 5 délégués régionaux de l'agence Qualité Construction en France. Et effectivement, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Je viens d'une région qui a cherché à prendre en compte et à se saisir de cette question de la résilience des bâtiments. Merci à vous. Pour introduire notre sujet, un premier reportage sur une maison individuelle à Saint-Maur-des-Fossés en bord de Marne. Ici, nous avons affaire à des inondations de type lente. On a assez peu d'encaissement du relief, donc avec des rues en faible pente. Donc on a une crue de montée lente, mais qui a la particularité aussi de refluer de manière assez lente aussi. L'impact d'une crue lente sur le bâtiment, c'est dans un premier temps faire obstacle au déplacement quotidien des habitants, aux difficultés en cas d'urgence, donc d'arrivée des secours et d'évacuation éventuellement des habitants. Ça représente aussi un inconvénient aussi pour l'exposition du bâtiment lui-même en termes de statique et de résistance des matériaux. Les matériaux qui seront sensibles à l'exposition à l'eau risquent d'être affectés par l'eau à long terme. On a travaillé sur une gradation verticale des matériaux, à savoir pour les fondations, on a opté pour un radier en béton armé. Tout le rez-de-chaussée qui est fortement exposé, on a également travaillé sur du béton armé avec un parement composite. Pour l'accessibilité des voitures, donc on a travaillé avec un plancher métallique permettant un porte-à-faux pour la giration de la voiture. Et ensuite, au-dessus, nous avons un plancher chauffant sur toute la surface du rez-de-chaussée surélevé et des modules préfabriqués en ossature bois, donc des modules légers qui permettent de moins surcharger la fondation radiée. Pour ce qui est de l'usage du bâtiment, nous avons veillé à avoir une répartition des espaces extérieurs. À savoir que cette captation des eaux de crue qu'on voit au rez-de-chaussée qui permet aux eaux de circuler et non pas d'être bloquées ou d'être empêchées, elle a la particularité de permettre en temps normal, enfin en temps courant, en période courante, des espaces non dédiés spécifiquement à un usage, mais qui peuvent accueillir un carport, par exemple, un stationnement, ou bien du stockage, comme on voit là. Ces espaces extérieurs sont autant de possibilités en cours de crue, par exemple, de continuer à avoir une qualité d'usage, tout en ayant, par exemple, son terrain qui soit grévé par l'inondation. De retour sur le plateau après ce reportage avec Patrice Cross et Bertrand Chauvet. Une première question, Bertrand, qu'est-ce qu'un bâtiment résilient ? Alors, il y aurait probablement beaucoup de manières de répondre à cette question, mais je crois que le maître mot, c'est vraiment la capacité d'un bâtiment à assurer la continuité de la fonction pour laquelle il a été conçu en période de crise. Ou s'il ne parvient pas à assurer sa continuité, du moins il est capable de revenir très rapidement
à une situation qui lui permet d'assurer cette continuité. On pourrait rajouter d'autres éléments. Là, je pourrais faire référence aux travaux de la mission risque naturel. La durabilité du bâtiment est un critère, l'efficience économique d'un bâtiment est un critère, la manière dont il est entretenu, son intégration urbaine, mais je crois malgré tout que le maître mot, c'est vraiment cette capacité à assurer une fonction en période de crise, y compris avec une certaine autonomie quand une coupure, une séparation s'est faite avec l'environnement. Pourquoi en parle-t-on autant en ce moment ? Alors, la question me semble particulièrement pertinente dans la mesure où finalement on peut trouver que cette expression même de bâtiment résilient est un peu paradoxale. Finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un bâtiment? On a toujours attendu d'un bâtiment qui soit en mesure de protéger ses occupants d'un environnement extérieur plus ou moins hostile. Finalement, on sait très bien que l'espèce humaine est une espèce vivante assez fragile. Donc finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un bâtiment? Qu'il protège. Donc par définition, qu'il soit résilient. Je crois néanmoins que si on en parle autant aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on commence à percevoir de manière très très forte les effets du dérèglement climatique sur notre environnement et qu'il devient particulièrement difficile aujourd'hui de prévoir les aléas naturels dans leur intensité, dans leur fréquence et puis dans leur forme. Donc on s'aperçoit que finalement la manière dont on a jusqu'ici assuré la protection de notre environnement bâti via des grandes infrastructures, on arrive un peu à la limite. France Assureur nous dit que l'année dernière, on a eu un record en termes de prise en charge des coûts des risques naturels avec 10 milliards d'euros de dépenses. Donc on voit bien qu'on arrive à la fin d'une logique et qu'aujourd'hui, la capacité à nous préserver des risques naturels environnement doit passer par le bâtimentaire. J'ajouterai un autre élément qui est parfois un peu oublié ou qu'on sépare des risques naturels, qui est celui des risques de nature anthropique provoqués par l'homme. Souvent on parle plutôt de risques technologiques. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même un lien entre ces risques technologiques, tels qu'on a pu les voir à Rouen ou il y a quelques années à Toulouse, et les risques naturels. Il est évident que si les risques naturels augmentent, on risque d'avoir de la même façon une augmentation des risques technologiques. Ne pas oublier que l'accident nucléaire de Fukushima, il a été provoqué par un tsunami. Merci Bertrand. Patrice Cross, comment un architecte vient à s'intéresser à cette problématique de la résilience des bâtiments? Alors, cette problématique de la résilience nous vient tout naturellement de notre souci, de notre préoccupation par rapport au contexte. Quand on crée un bâtiment, on a cette réflexion sur l'approche contextuelle d'un bâtiment. Et pour ce qui est de ma formation, j'avais déjà une sensibilité concernant l'architecture bioclimatique, qui au sens plus large est une approche qui prend en compte le climat environnant par rapport à l'habitant et par rapport aux bâtiments à construire. Mais là, pour des contextes comme celui auquel j'étais confronté pour ce projet, on était directement en prise avec un risque qui était identifié, qui était le risque d'inondation, donc qui était le risque contextuel le plus marquant du site et sur lequel nous avons travaillé donc en essayant d'approcher une typologie résiliente donc pour une maison individuelle, pour une famille typique. Sur ce sujet, quel a été l'apport de l'architecture? On a vu les problématiques techniques, comment répondre à la montée des eaux, mais l'apport de l'architecture dans le traitement d'un dossier. L'architecture, effectivement, va prendre en compte tout un tas de données qui proviennent du contexte réglementaire, à savoir le plan de prévention des risques d'inondation, le PLU, pour amorcer dès la conception une conception qui prenne en compte déjà les côtes de crue, par exemple, dans le cas présent, qui prenne en compte aussi l'exposition du bâtiment dans ses composants physiques aux agressions extérieures, à savoir la montée des eaux. Et l'architecture, du coup, elle a un rôle en liaison avec l'extérieur, donc avoir des espaces extérieurs qui soient le prolongement du logement et qui permettent de permettre l'accès aux secours, par exemple, et permettre les évacuations éventuelles de personnes en difficulté. Du coup, donc, un souci sur les espaces extérieurs, principalement dans une maison individuelle, donc l'espace domestique. Et en temps de reflux donc des eaux de crue, c'est aussi une contrainte de
faciliter, favoriser le reflux des eaux de manière rapide, de manière à ne pas se retrouver avec une situation de siège pendant trop longtemps, quoi. Comment arrivez-vous à traiter la problématique de la résilience naturelle, concilier la résilience du bâtiment, avec la performance énergétique? Effectivement, à prime abord, ce sont des injonctions qui sont a priori peuvent paraître contraires. Mais sur ces sites-là en particulier qui sont étroitement liés à la réflexion sur la sensibilité à l'eau, on peut trouver un fil conducteur, que ce soit pour traiter le bâtiment, la forme du bâtiment, sa typologie par rapport au phénomène de crue, que ce soit pour traiter également le confort de l'habitant dans son espace de vie. Pour ce qui est du traitement par rapport aux risques naturels, donc on a une répartition des matériaux qui se fait en fonction de leur degré de résistance à l'exposition aux intempéries. Donc éviter effectivement pour les volumes habités d'avoir des isolants qui soient donc sensibles à l'eau pour le rez-de-chaussée par exemple, mais aux étages dans la partie qui échappe donc à la côte de crue, on peut tout à fait se permettre d'avoir des matériaux qui favorisent le confort hygrométrique de l'habitant, à savoir des murs perspirants avec des matériaux biosourcés, ou bien des ossatures bois, comme c'est le cas, qui apportent un gain d'isolation thermique pour les volumes habités qui se situent aux étages. Merci Patrice Cos. Une dernière question, Bertrand. Les professionnels, les acteurs de la construction ont-ils intérêt à se saisir de ce sujet? Alors, intérêt, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt de le dire. Ce que je pense, en tout cas, c'est qu'il y a un champ de création assez important dans le domaine. Il y a un champ de création, pourquoi? Parce que jusqu'ici, on a demandé aux bâtiments d'être performants d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire de contribuer à l'atténuation du dérèglement climatique. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux bâtiments, c'est d'être performants d'un point de vue énergétique, mais également d'être en mesure de s'adapter au dérèglement climatique et d'être résilient. Donc il est évident que ça ouvre un champ des possibles assez important, ça ouvre un champ des possibles dans les manières de faire, dans les équipements, dans les manières de mettre en œuvre. Et c'est d'ailleurs l'objet du prix bâtiment résilient que tu évoquais tout à l'heure, organisé par la mission Risque Naturel. C'est également probablement dans la manière de mener les politiques publiques, et ça c'est quelque chose que nous essayons de travailler au niveau de la région Grand Est. C'est probablement des manières de faire qui sont un peu mieux articulées. Nous, ce qu'on essaye de faire au niveau de la région Grand Est, notamment sous l'égide du CEPRI, du Centre européen de prévention du risque d'inondation, avec plusieurs acteurs locaux, donc notamment le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, et puis la société d'économie mixte Octave Rénov', ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les politiques de rénovation énergétique et les politiques de prévention du risque d'inondation soient mieux articulées. Comment ça se passe? L'idée, c'est que quand un ménage fait la démarche de se lancer dans un projet de rénovation énergétique, soit systématiquement vérifier si son bâtiment est situé en zone inondable ou pas, et si c'est le cas, que lui soit proposé un diagnostic inondation dans la foulée et éventuellement les travaux contre le risque inondation qui du coup seront mieux articulés avec les travaux de rénovation énergétique qui seront menés. Et puis je dirais le troisième champ, alors là il est pour le coup certainement un peu plus psychologique, un peu plus culturel. Il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est que les ménages, les particuliers qui font la démarche d'adapter leur bâtiment au risque naturel, quel qu'il soit, sont bien souvent aussi les ménages qui ont peur de voir leur patrimoine dévalorisé. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, dire « mon patrimoine est menacé, donc je le fais évoluer pour qu'il soit moins menacé », aujourd'hui, parfois, c'est perçu comme une démarche qui revient à dire « mon patrimoine ne vaut rien puisqu'il est en zone inondable ». Alors c'est exactement l'inverse. Donc il y a certainement cette dimension aussi qu'il convient de travailler dans des changements de mentalité. Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que la période est un peu compliquée, elle est certainement très anxiogène, mais du point de vue du bâtiment, il me semble quand même qu'il y a énormément de choses à faire et qu'il y a beaucoup de créativité à déployer. Oui, comme tu viens de le dire, effectivement, on voit bien un sujet très polymorphe avec des acteurs qui doivent s'en saisir, chacun avec leurs compétences, pour apporter et faire un travail collectif qui permette d'améliorer pour le plus grand nombre.
Écoutez, je vous remercie Bertrand Chauvet et Patrice Cross pour votre participation à cette séquence. Et maintenant, on enchaîne avec la revue Qualité Construction, où Christine Brambilla, la rédactrice en chef, va vous présenter le prochain numéro. Notre dernier numéro de la revue Qualité Construction vient de paraître. Au sommaire notamment, un article sur les solutions pour concevoir un bâtiment résilient, un point sur le recours aux matériaux de réemploi, un focus sur les enjeux du projet Seconde Vie qui vise les meilleures étiquettes énergétiques, et aussi un sujet sur les revêtements extérieurs drainants à intégrer dans la gestion des eaux pluviales. Nous vous proposons en lecture gratuite sur notre site internet l'article sur la transformation de bureaux vacants en logements. Le secteur tertiaire a été fortement touché par la crise sanitaire et les nouvelles habitudes de travail. Dans le même temps, plusieurs lois ont assoupli les contraintes juridiques qui pesaient sur ce type de transformation. Notre article fait le point sur ce gisement potentiel encore sous-exploité et met en avant quelques opérations exemplaires. Vous pouvez retrouver toutes nos offres d'abonnement à la revue sur notre site internet qualitéconstruction.com. Et maintenant, le sujet que vous avez choisi sur les réseaux sociaux. Le nouveau NFDTU 45.4, isolation thermique par l'extérieur, embardage rapporté avec lame d'air. Ce NFDTU est sorti en différentes étapes sur l'année 2022. Pour en parler avec nous, j'accueille Stéphane Fayard, directeur bâtiment chez Soprema. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, alors moi je suis directeur national façade au sein du groupe Soprema. Et je suis le président du GS22, groupe d'experts au sein du CSTB, qui valide les avis techniques dans le domaine du bardage rapporté ventilé. Au sein de Soprema, Soprema est un groupe historique qui a plus de 100 ans, spécialiste de l'étanchéité, bardage acier, etc. Et depuis une dizaine d'années, on pratique cette façade sur en bardage rapporté ventilé sur support béton, support bois, pour donc maîtriser tous les métiers de l'enveloppe du bâtiment. Merci Stéphane Fayard. Et également François Michel, expert étanchéité, couverture, bardage chez Bureau Veritas Construction et vice-président du GS 2.2. Oui, donc François Michel, je suis ingénieur, enfin vous m'avez présenté. Je m'occupe d'animer un réseau de spécialistes régionaux sur ces sujets, étanchéité, couverture, bardage, au sein de Bureau Veritas Construction, et je suis vice-président du GS22 qu'a présenté Stéphane. Et je suis également président du GS51 couverture et vice-président du GS21 photovoltaïque. Donc j'ai une vue un peu globale de l'enveloppe. Merci monsieur Michel. Et pour introduire notre sujet, je vous propose un reportage chez le bailleur social Archipel Habitat à Rennes avec l'entreprise Isor. On est à Rennes sur une opération de rénovation de 106 logements sociaux et on travaille pour Archipel Habitat qui est le maître d'ouvrage. Ici on pose des panneaux fibre ciment uniquement sur un petit pignon. Les autres façades ont été isolées avec de l'enduit sur isolant. Là on est sur un bardage ventilé avec donc une ossature métallique, un isolant en laine de roche et donc les panneaux que l'on vient rifter sur l'ossature métallique. Donc maintenant tous les panneaux type fibre ciment peuvent être posés selon le DTU 45.4. Aujourd'hui, le DTU comporte 5 matériaux, traite de 5 matériaux. Donc les panneaux HPL, qui faisaient avant l'objet d'avis technique, les panneaux fibre ciment, qui également faisaient l'objet d'avis technique. Et donc les 3 nouveaux matériaux, c'est le clin PVC, le bardage tuile et le bardage en ardoise, fibre ciment ou naturel. Alors, le DTU est un document qui permet à tous, aussi bien maître d'ouvrage que maître d'œuvre, d'avoir un seul document et qui permet également de figer certaines choses qui n'étaient pas couvertes par aucun document avant, comme par exemple les tolérances du support et les tolérances du parement fini. Alors, le point pour poser ce type de matériau, le fibre ciment, c'est effectivement avoir toujours des points coulissants sur un panneau, sauf un, qui est un point fixe qui permet donc de fixer le panneau, et les autres points permettent la dilatation du produit qui se dilate avec le chaud et le froid. C'est important puisque
Lorsque la dilatation, lorsque les points de coulissant ne sont pas respectés, on peut avoir des fissures sur les panneaux et donc un problème à long terme, effectivement. Et il y a aussi un point qui est important, c'est le fait d'avoir des dimensions entre le bord vertical du panneau et le bord horizontal, de manière à ce que les points ne soient pas trop près des bords pour éviter que le fibrociment éclate. La réalisation des travaux est effectivement clairement énoncée dans le DTU. Donc c'est une réalisation qui doit se faire à 5 mètres du parement. Et il y a également des tolérances qui sont indiquées dans le DTU qui concernent donc la planéité des ouvrages finis ainsi que l'alignement entre les joints d'un niveau à l'autre. De retour sur le plateau avec Stéphane Fayard et François Michel. Une première question pour vous, Stéphane Fayard. Pourquoi ce NFDTU? Vaste question. Le constat est fait qu'on pratique le bardage rapporté ventilé depuis de nombreuses années. Je crois que les premiers bardages rapportés ventilés datent d'il y a plus de 50 ans. Donc il était légitime, à un moment donné, de faire tomber dans le domaine traditionnel et de faire le constat de la traditionnalité de certaines familles et de certaines pratiques du bardage rapporté ventilé. Donc il a été décidé de faire ce NFDTU pour les familles du fibrociment, du stratifié compact, des clins PVC, des ardoises et fibrociment, ardoises naturelles et fibrociment, et puis des tuiles en terre cuite et béton. Le périmètre pour ce NFDTU? Alors, le périmètre de ce NFDTU, c'est avant tout le support béton, les maçonneries d'éléments, support bois. Ensuite, on est en ossature bois ou métallique, donc c'est-à-dire les ossatures aluminium et acier. Et enfin, tout ce qui est avec les isolants type laine minérale, et puis tout ce qui est polyuréthane, polystyrène expansé et extrudé. Merci. Et du coup, y a-t-il d'autres documents en attente? Alors, il va être obligatoire et nécessaire d'avoir d'autres outils, puisque, par exemple, comme je le citais, le sismique n'étant pas dans le DTU, on a besoin, nous, de pouvoir faire des chantiers dans des zones sismiques. Donc il va falloir que la profession s'organise pour pouvoir sortir soit des règles pro, soit d'autres documents qui permettront de couvrir tout ce que l'on avait auparavant par le biais des avis techniques. Merci Stéphane Fayard. Maintenant à vous François Michel, pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de la lame d'air? Alors la lame d'air, elle est caractéristique du bardage rapporté. Un bardage rapporté, ça a forcément une lame d'air. Cette lame d'air a 3 rôles principaux. Le premier, c'est d'évacuer par tirage thermique les éventuelles condensations qui peuvent se manifester dans l'isolant. Ça a également pour rôle de faire une barrière, en quelque sorte, aux éventuelles pénétrations d'eau au travers du parement constitué par le bardage rapporté. Et la dernière chose, c'est notamment quand on a une ossature bois, c'est d'éviter que le bois se retrouve confiné. Donc cette lame d'air est fondamentale et elle doit être respectée tant à la conception qu'à la réalisation entre la face extérieure de l'isolant et la face intérieure du parement du bardage rapporté. Concernant la mise en œuvre des panneaux en stratifié ou en fibrociment, y a-t-il des règles particulières de mise en œuvre, de fixation par rapport à la problématique de la dilatation des panneaux? Tout à fait, c'est un vrai problème et on a des retours malheureux de panneaux qui se sont fissurés du fait de la réalisation de points fixes sur tout le panneau, alors que c'est des panneaux qui ont des mouvements de dilatation et de retrait du fait de l'exposition au soleil ou de l'exposition au froid. Et donc le principe a été, ça a été un des sujets qui ont été cruciaux dans le DTU. C'était déjà le cas dans les avis techniques, mais c'est bien d'en faire le résumé dans le cadre du DTU, d'avoir un point fixe et des points dilatants. Et donc un gros travail a été de savoir quel était le diamètre à prévoir pour les points dilatants en liaison avec le diamètre des fixations. Et en respectant le DTU, normalement, on devrait éviter les embêtements qu'on a à ce jour sur certains chantiers. Et du coup, y a-t-il d'autres éclaircissements, notamment sur la mise en œuvre des isolants?
Exactement, c'était un peu le DTU et le titre, c'est isolation thermique, vous l'avez dit en présentation, et l'isolation thermique était un peu le parent pauvre au niveau technique de la technique du bardage rapporté. Dans les avis techniques, on s'appuyait sur 2 documents qui existent toujours parce qu'on en a besoin, qui sont des cahiers du CSTB sur les ossatures, bois ou métal et l'isolation thermique, et il y avait eu un travail, mais pas mené jusqu'au bout concernant les caractéristiques des isolants, leur capacité en variation dimensionnelle, par exemple, qui doivent être limitées. Sinon, si on a des risques de joints ouverts, évidemment, on a raté un peu l'objectif qu'on s'était donné de faire de l'isolation thermique par l'extérieur, mais également de capacité en matière mécanique. Et donc, le DTU constitue un gros progrès. Il y a eu un gros travail de la part des entreprises, de la part des industriels et des autres membres de la commission, dont les contrôleurs techniques, bien sûr. Merci François Michel et Stéphane Fayard. Merci à vous. Merci à vous. Et maintenant, nous passons à la Minute Membre avec Laurent Arnaud du CIREMA. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Arnaud, responsable du secteur bâtiment au CIREMA. Pouvez-vous vous présenter plus précisément et puis nous indiquer ce qu'est le CIREMA et ses missions? Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui pour cette Minute Membre. Donc effectivement, je suis Laurent Arnaud, je suis le responsable du domaine bâtiment au CIREMA. CIREMA, c'est un établissement public qui est né de la fusion de services d'État maintenant il y a une quinzaine d'années et qui était sous la tutelle de l'État et qui lui apporte un certain nombre de missions. Par exemple, celle de l'aider à élaborer les politiques publiques dans les domaines de compétences du ministère de l'écologie, à savoir la mobilité, le bâtiment, les infrastructures, toutes les questions de risque, les questions liées à l'eau, et puis également celle de l'ingénierie très transversale liée à l'aménagement. Donc le CIREMA intervient dans ces domaines et ma mission c'est de porter les orientations dans le domaine du bâtiment. Innovation très récente pour le CIREMA, l'année dernière avec la loi 3DS, les collectivités territoriales rentrent comme adhérentes au niveau du CIREMA. On va voir combien vont pouvoir adhérer effectivement et vont piloter au même titre que l'État, le CIREMA. C'est la première fois qu'un établissement public est sous la double tutelle à la fois de l'État et des collectivités territoriales. Et pourquoi ça? C'est qu'en fait, le CIREMA est aussi au plus près des territoires grâce à son réseau des anciens centres d'études techniques de l'équipement, que beaucoup de monde connaît. On est dans l'écosystème local pour pouvoir travailler sur ces thématiques. Et donc, on va travailler aux côtés des collectivités territoriales pour porter les politiques publiques et pouvoir les déployer en fonction des spécificités locales de ces collectivités territoriales. Comment accompagnez-vous les acteurs de la construction vers une meilleure qualité? Alors c'est une bonne question, mais il y a plusieurs moyens effectivement de travailler à l'amélioration de la qualité dans le domaine du bâtiment. Je dirais que la première chose, c'est qu'on est beaucoup sur des études, c'est-à-dire que l'on observe ce qui se passe dans le domaine du bâtiment, on identifie un certain nombre de problématiques et à partir de là, on regarde quelles sont les bonnes pratiques, comment est-ce qu'on peut les améliorer, comment est-ce qu'on peut les porter. Donc vous avez un certain nombre de choses qui sont des guides, retours d'expérience ou des guides méthodologiques à partir du moment où on a identifié les bonnes pratiques, mais vous avez également des travaux de recherche et d'innovation qui sont menés au niveau du CIREMA. Quels sont les sujets d'actualité du CIREMA? Alors, je vais parler essentiellement des sujets d'actualité du domaine bâtiment, bien entendu, que je porte. On ne peut pas ne pas s'inscrire dans les évolutions réglementaires récentes du domaine, à savoir la réglementation environnementale, la RE 2020, mais également le décret éco-énergie tertiaire
qui vont, ces deux évolutions réglementaires, beaucoup modifier les orientations que prennent le domaine du bâtiment aujourd'hui. Donc on est en appui effectivement du déploiement de ces deux textes. Dans un cas, par exemple, pour arriver à décarboner le domaine du bâtiment, parce que je pense qu'il y a un vrai objectif là-dessus. Pour le second, c'est accompagner les gestionnaires de patrimoine, publics ou privés, pour arriver à faire des économies d'énergie. Parce que je le rappelle, décret éco-énergie tertiaire, c'est des économies d'énergie à haute dose, à un pas imposé, 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% à 2050. Je voudrais juste dire que 2030, c'est quasiment demain. Et il faut arriver à la fois à mesurer ces consommations énergétiques et à les économiser. Et donc nous sommes fortement impliqués sur cette thématique-là. Comment s'articulent vos travaux avec l'agence qualité construction? Alors, déjà, on est membre de l'AQC, qui vaut la capacité d'être là aujourd'hui, et bien entendu, on contribue aux travaux, par exemple, de la commission prévention produits, la C2P, sur un certain nombre de sujets. On apporte l'expérience que l'on a en local. On a travaillé sur la ventilation, par exemple, des bâtiments. On travaille sur les fiches réglementaires. Il y a plein de sujets sur lesquels il y a une certaine convergence d'intérêts entre l'agence qualité construction et le CEREMA. Alors, je vais en prendre un, la mise à jour au regard des évolutions réglementaires dont je parlais, des fiches réglementaires, nous permet aujourd'hui d'envisager de réaliser un outil méthodologique, un outil d'aide à le contrôle un petit peu des logements pour éviter 80% des non-conformités en ayant un outil un petit peu didactique permettant dans une salle donnée, parce qu'elle a une fonction donnée, la cuisine, les chambres, le séjour, de comprendre quelles sont les non-conformités ou les pathologies récurrentes que l'on rencontre et en faire une analyse très rapidement pour avoir à la fin, à réception, un état de la conformité du logement. Et quelles sont les grandes orientations pour les années à venir? Alors le CEREMA s'investit très fortement, je l'ai dit, sur les évolutions réglementaires et notamment nous pensons que si aujourd'hui le sujet est l'économie d'énergie, nous y contribuons et je vais vous expliquer comment. Le sujet de demain sera le carbone et arriver à décarboner le bâtiment, voire mieux, à faire du bâtiment un puits à carbone. C'est un élément essentiel sur lequel nous travaillons dès aujourd'hui, notamment par une meilleure maîtrise et, je vais dire, une qualité des dispositifs de ventilation à l'intérieur des bâtiments. Ça a souvent été un élément qui était avec beaucoup de pathologies dans le bâtiment. Et donc là, on pousse très fort pour que les protocoles de réception soient beaucoup plus exigeants que ce qu'ils n'étaient avant et beaucoup mieux respectés, bien entendu. Voilà, deux pistes fortes sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Merci Laurent Arnaud et puis également pour la collaboration soutenue de vos collaborateurs aux travaux de l'agence Qualité Construction. Notre émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez consulter l'ensemble de nos émissions sur la chaîne YouTube de l'AQC TV. Vous trouverez en dessous de chacune des vidéos les liens vers les documents qui peuvent être cités dans les différents reportages. Nous vous invitons à partager cette émission et ce replay avec vos collaborateurs et autour de vous. Merci à tous ceux qui ont mis en œuvre cette émission, et notamment Mathias Giuliani et Richard Audibert à la technique, ainsi que Bertrand Chauvet et Vincent Thomas pour les reportages. Nous vous invitons à suivre notre prochaine émission dans 2 mois. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne après-midi et un bon week-end. Au revoir.